Bien, mes chers collègues, je vous propose de reprendre notre séance compte tenu de l'horaire et nous auditionnons maintenant Monsieur Christian Chavagneux, qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Alternative économique, qui va donc nous parler d'un sujet qui n'a pas été il y a si longtemps traité dans votre magazine. Et comme il est d'usage devant une commission d'enquête, je vais vous demander de prêter serment. Alors, Monsieur Christian Chavagneux, prêtez serment de dire la vérité, toute la vérité, levez de la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. C'est parfait. Je vais, comme d'habitude, vous proposer en 10 minutes, je vais dire là cette fois-ci maximum, de nous donner un propos introductif dont la teneur est entièrement libre, bien entendu. Après quoi, je donnerai la parole à notre rapporteur et puis à nos collègues pour que, environ dans 1 heure, l'audition soit terminée. Alors, je vous donne la parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le rapporteur, merci pour votre invitation. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vais peut-être prendre 12-13 minutes pour vous présenter un petit propos liminaire qui va suivre assez généralement le canevas de questions, puisque j'ai reçu un canevas de questions. Je pourrais tenter de répondre à quelques-unes d'entre elles, malheureusement pas toutes, mais j'essaierai d'aller au maximum. Vous m'avez demandé d'abord de rappeler comment l'un de mes collègues a réussi à ouvrir un compte au Liechtenstein en 13 minutes. C'est extrêmement simple. L'affaire Cahuzac se déroulant, il a regardé sur Internet s'il était facile d'ouvrir un compte à l'étranger. Donc il est tombé assez rapidement sur une société dirigée par un Français, mais basée à Londres, et qui proposait simplement de remplir un petit formulaire. Il l'a rempli. Donc il est venu me voir pour qu'on essaie de construire un scénario à peu près crédible. Je me suis souvenu d'une affaire du fisc américain qui avait attrapé un fraudeur fiscal qui était un cadre d'une grande société multinationale et qui touchait ses revenus dans un paradis fiscal. Et au moment de la mort de ce cadre, eh bien, les enfants voulaient récupérer l'argent. Nous avons donc bâti ce scénario ensemble que nous avons proposé et la personne a tout à fait trouvé ça normal en disant mais bien évidemment. Donc l'histoire était la suivante, un haut cadre d'une grande société multinationale américaine payé à Jersey et les enfants héritent et bien évidemment aimeraient bien pas trop payer d'impôts sur cet héritage d'argent dissimulé à Jersey, ce qui pouvait proposer ces services extrêmement rapidement. On l'a dit oui, surtout ne mettez pas votre argent en France, vous allez vous faire surtaxer. Vous pouvez acheter un bateau, des maisons partout à l'étranger, mais si vous achetez un bateau, ne rentrez pas dans les eaux territoriales françaises. Est-ce que mon collègue lui dit donc on va mettre l'argent en Suisse? Pas du tout, monsieur, pas en Suisse. Les Suisses commencent à collaborer avec l'étranger. Il faut aller au Liechtenstein. Là, c'est beaucoup plus sûr. Et ensuite, on lui a dit, est-ce qu'on peut se rencontrer, s'il vous plaît, pour regarder les détails, parce que c'est quand même des gros montants. Ah non, je ne peux pas venir en France, je peux faire ça depuis Londres, mais surtout, je ne peux pas vous démarcher en France, c'est interdit par la loi, donc je ne viendrai jamais à Paris. Si vous voulez me rencontrer, prenez l'Eurostar et venez à Londres. Et puis, lorsqu'on a eu terminé la conversation, il a dit, bah, écoutez, c'est une affaire tout à fait classique, je vous envoie un devis demain. Nous avons reçu le devis quelques jours après, et il nous ouvrait un compte numéroté anonyme au Liechtenstein pour 1 000 €. Voilà l'histoire que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site d'Alternative économique, puisque tout est en ligne, le devis, la conversation, la retranscription, etc. C'est à la fois amusant et un peu inquiétant, puisqu'on s'aperçoit que nos amis britanniques sont tout à fait prêts à laisser se développer ce qu'on appelle ces professionnels du droit et du chiffre, qui sont des intermédiaires obligatoires pour les cas qui nous intéressent. Si on veut faire de la fraude, de l'évasion, de l'optimisation fiscale agressive, on est bien souvent, le plus souvent, obligé de passer par ces intermédiaires du droit et du chiffre. Et remettre en cause la présence des acteurs économiques français dans les paradis fiscaux demande forcément de s'attaquer à ces intermédiaires. Alors, les banques françaises dans les paradis fiscaux, on m'a demandé pourquoi. Bon, je pense que là, je vais être assez rapide, puisque vous le savez aussi bien que moi, les banques françaises, elles sont présentes dans les paradis fiscaux pour elles-mêmes, pour réduire leur imposition, mais sachant que la première façon pour une grande banque, comme pour toute grande multinationale française, de réduire ses impôts, c'est tout simplement d'appliquer la loi française. On n'a pas besoin d'aller dans les paradis fiscaux. Vous faites des pertes, rappelez-vous les pertes de la Société Générale qui lui permettent de reporter ses pertes sur plusieurs années et de diminuer son imposition. Les niches fiscales en général, vous savez qu'au Parlement, on dit généralement qu'il y a 75 milliards de niches fiscales, mais vous avez des niches actives et des niches déclassées.
Pour autant, celles qui sont déclassées restent toujours actives. Si vous faites le total de toutes les niches actives, vous êtes plutôt sur 150 milliards. Et sur ces 150 milliards, il y en a à peu près, d'après nos calculs, 70% qui sont à destination des entreprises en général. Bien sûr, des banques en particulier. Le crédit d'impôt recherche, par exemple, qui fait partie de ces niches, 2%, nous dit-on, irait à destination des banques. Elles les utilisent bien sûr pour leurs clients fortunés en gestion privée, pour leurs clients d'entreprise. L'exemple le plus significatif qu'on ait eu, ce n'est pas une banque française, c'est une banque anglaise, la Barclays, dont le fisc britannique et la presse britannique a bien montré qu'il y avait une filiale entièrement dédiée à la création et à la promotion d'offres de services d'opacité fiscale pour la Barclays, pour les autres banques, pour les multinationales et pour les gens riches. Pour des questions de réputation, la Barclays a annoncé il y a quelques mois qu'elle avait décidé de fermer cette filiale. La banque britannique HSBC, pour des questions de réputation, a annoncé il y a une dizaine de jours qu'elle fermait aussi ses activités d'offres d'opacité financière pour des raisons fiscales. Donc le risque de réputation monte pour ces établissements. George Soros lui-même a déclaré dans des institutions, dans les journaux financiers, qu'il en avait marre d'investir dans des institutions qu'il retrouvait le lendemain matin dans son journal comme étant présentées comme des fraudeurs fiscaux. Donc il y a une mobilisation aussi des investisseurs qui peut-être peuvent jouer pour sortir les établissements financiers de ce genre de territoire. Alors, vous avez déjà vu ce tableau, je crois que Isabelle Coupé-Soubeyran est venue vous voir. Ce tableau, réalisé dans le cadre du Conseil des prélèvements obligatoires, est une nouvelle estimation. Moi-même, j'en avais proposé une en 2009, les ONG en avaient proposé en 2011-2012. On n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, mais on a tout à fait la même structure. Toutes les grandes banques françaises sont dans les paradis fiscaux, BNP Paribas beaucoup plus que les autres banques françaises. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de banquiers, notamment ceux de BNP Paribas, et on me dit, si vous voulez faire du financement d'Airbus, si vous voulez faire du shipping, financement de bateaux à très long terme, les meilleurs spécialistes sont aux îles Caïmans. Et moi, je veux bien accepter ce discours. Les structures juridiques, les structures informatiques, les spécialistes sont aux îles Caïmans, il faut y être. J'accepte ce discours. Je regarde le tableau du Conseil des prélèvements obligatoires, Société Générale, 2 filiales aux îles Caïmans, Crédit Agricole, 2 filiales aux îles Caïmans, BNP Paribas, 24 filiales aux îles Caïmans. Donc là, je me dis qu'il y a autre chose que du financement d'Airbus et du shipping. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est juste c'est essayer de comprendre pourquoi il y a tant de présence aux îles Caïmans, parce que les banques françaises y sont, mais ce dont on est sûr aussi, c'est que la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux est largement inférieure à celle des banques anglo-saxonnes, britanniques et américaines dans les paradis fiscaux, largement supérieure à BNP Paribas. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les banques vont dans les îles Caïmans? Peut-être pour échapper au fisc, peut-être pour faire du shipping, mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons plus fondamentales? Donc je suis un journaliste, pas un chercheur. L'explication que je vais vous proposer est juste une intuition, une tentative, quelque chose qui est plus du ressenti que de la démonstration, mais je vous mets en avant ces statistiques. D'abord, ces statistiques publiques que vous pouvez trouver sur le site de la Banque des règlements internationaux. Vous voyez les entrées de capitaux, d'accord, qui sont en rouge dans les îles Caïmans, et les sorties de capitaux des îles Caïmans en bleu. D'abord, vous apercevez que les deux courbes se confondent. On a du mal à les distinguer. Un paradis fiscal, c'est un endroit où on estampille, où on donne une adresse, mais l'argent ne reste pas. Il rentre, il repart tout de suite. D'accord ? On s'aperçoit qu'à partir des années 2000, les montants d'entrée et sortie de capitaux internationaux aux îles Caïmans ne cessent de progresser. Au moment où la crise des subprimes va prendre vraiment un impact extrêmement fort, à partir de 2004-2005, on voit que la courbe devient de plus en plus pentue. Rappelons-nous qu'à l'été 2008, l'équivalent de la Cour des comptes aux États-Unis sort un rapport disant qu'une grande partie des actifs financiers toxiques qui ont pourri le système bancaire américain étaient logés institutionnellement aux îles Caïmans. Donc on se dit qu'il y a quelque chose de plus que simplement des raisons fiscales pour lesquelles les banques peuvent utiliser les îles Caïmans. Alors on voit que la courbe commence à plonger, à se retourner au moment de 2007, puis bien sûr tombe un peu plus après la faillite de Lehman Brothers, mais ça repart ensuite, les banques vont mieux, les banques mondiales vont un peu mieux, dès 2010 ça va mieux, on voit que la courbe repart, et par contre l'effondrement se fait à partir de l'été 2011. Pourquoi est-ce que la chute de Lehman Brothers, qui a provoqué une panique terrible, provoque un petit à-coup sur les Caïmans, que ça repart, et pourquoi à l'été 2011 ça s'écroule? Et là, je me dis, surtout dans le cadre de ce qui vous intéresse ici, est-ce que ça aurait un lien avec les banques européennes? Est-ce que ça aurait un lien avec les banques françaises? Donc je vais faire un focus sur la dernière partie de la courbe, sur l'été 2011 jusqu'à décembre 2012. Alors bien sûr, la courbe est un peu écrasée parce que le timing est plus resserré, mais je vous ai mis en bas une courbe verte qui est
la courbe des prêts que font l'équivalent des SICAV américaines, qu'on appelle des Money Market Funds aux États-Unis. Ce sont des SICAV, hein, les gens se regroupent, mettent de l'argent ensemble. Ces Money Market Funds, ces SICAV américains investissent à court terme. Et on sait que, à peu près à l'été 2011, la moitié des investissements de ces Money Market Funds consiste à acheter des titres d'endettement, notamment des titres d'endettement à court terme des banques européennes et en particulier des banques françaises. Lorsque l'on regarde la façon dont ces money market funds américains, donc ces SICAV américaines, investissent, dans la zone euro, en achetant des titres de la zone euro, on voit que la courbe, bizarrement, suit le même profil que la courbe de baisse des entrées et des sorties de capitaux aux îles Caïmans. Et là, on se dit que les money market funds à l'été 2011 à peu près investissaient la moitié de leur épargne en achat de titres d'endettement à court terme des banques européennes. Et quand on arrive à décembre 2012, on est à 30%. Ils ont perdu 20 points. Il se trouve que sur la même période, c'est toujours ces money market funds, et si on resserre la focale sur les banques françaises, on passe de 15% à 5%. On a perdu 10 points. Donc sur les 20 points perdus, il y en a 10 qui sont dus aux banques françaises. Et là, quand je regarde la structure de bilan des banques françaises et que je m'aperçois que, contrairement aux autres banques européennes, elles se financent en ayant beaucoup plus recours à l'endettement et beaucoup moins recours aux capitaux propres pour fonctionner, je me dis que ces banques françaises, lorsqu'elles ont beaucoup plus recours à l'endettement, et la crise de 2011 nous le montre, lorsqu'elles ont beaucoup plus recours à l'endettement, notamment en dollars pour leurs activités internationales, lorsqu'il y a une crise de confiance à l'été 2011 sur la zone euro et que les investisseurs internationaux se disent « Oh là là, mais les banques européennes et plus spécifiquement les banques françaises qui ont été les plus attaquées peuvent avoir quelques problèmes », alors ils se retirent. Et justement, ça correspond au moment où il y a un écroulement des flux financiers internationaux des îles Caïmans. Donc je ne dis pas que la baisse des entrées et des sorties de capitaux aux îles Caïmans s'explique uniquement par ce phénomène. Encore une fois, comparaison n'est pas raison. Je rapproche juste deux courbes et deux évolutions, deux timings qui me semblent corrélés. Je ne dis pas que c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est juste une intuition que je livre. Il faudrait avoir des chercheurs, des économistes, faire des séries statistiques, contrôler plein de choses, etc. Je vous livre juste une intuition qui est que ces paradis fiscaux, non seulement ils nous embêtent parce qu'ils nous retirent des recettes fiscales, mais ils nous embêtent aussi parce qu'ils permettent de prendre des risques extrêmement importants de manière assez opaque, et donc ils nourrissent l'instabilité financière internationale. Et si les banques françaises sont impliquées dans ce circuit, ils nourrissent l'instabilité financière en France, et que ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Les paradis fiscaux pour le côté fiscal, oui, mais ils nourrissent aussi l'instabilité financière internationale. Malheureusement, le G20 d'avril 2009 avait très bien vu le sujet en nous disant nous allons remettre en cause les paradis fiscaux parce qu'ils nous piquent des recettes fiscales, mais aussi parce qu'ils nourrissent l'instabilité financière internationale. Malheureusement, rien n'a été fait. On nous avait promis une liste des paradis fiscaux qui nourrissaient l'instabilité financière internationale. À force d'attendre, on a fini par avoir cette liste qui ne comportait que la Libye et le Venezuela, considérés comme les deux pays qui pouvaient susceptibles de nourrir l'instabilité financière internationale. Je ne pense pas que cette approche soit suffisante, et malheureusement, on est en panne. Autant on a attaqué et remis en cause les paradis fiscaux dans la façon dont ils permettaient aux personnes à revenus aisés d'échapper à l'impôt, autant cette année 2013 a été la marque d'une marge supplémentaire, puisqu'on s'attaque désormais à la façon dont les grandes entreprises utilisent les paradis fiscaux, mais la façon dont ces territoires ne sont plus pas seulement fiscaux, mais sont des territoires d'opacité financière qui permettent de prendre des risques de manière opaque. Malheureusement, on s'y est toujours pas attaqué. On en a déjà eu les effets. Si vous vous rappelez la banque britannique Northern Rock, qui dès l'automne 2007 a des problèmes, vous regardez les comptes de Northern Rock à Londres, vous ne voyez rien. Il faut aller dans la filiale Granite enregistrée à Jersey, pour s'apercevoir que cette banque a un endettement à court terme explosif. Et qu'au moment où il y a une crise de confiance, Northern Rock ne pourra pas renouveler cet endettement de court terme, mais va plonger. Prenez Bear Stearns, la banque d'affaires américaine qui, dès l'automne 2008, va faire faillite. Vous regardez les comptes à New York, vous ne voyez pas grand-chose. Il faut s'apercevoir qu'il y a des filiales de fonds spéculatifs établis pour partie aux îles Caïmans, pour partie à Dublin, et que ce sont ces filiales qui ont pris trop de risques et qui vont, à cause des risques pris, balayer complètement la banque. Donc ces territoires, oui, ils nous intéressent pour des raisons fiscales, mais aussi parce qu'ils nourrissent l'instabilité financière internationale. De ce point de vue, on a eu un Conseil européen le 22 mai dernier. Beaucoup de commentaires critiques. Si les mots ont un sens,
si les mots ont un sens, quand vous lisez le communiqué final de ce Conseil européen du 22 mai, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. D'abord, on nous dit il y a une directive épargne qui a été mise en place en 2005, elle a plein de trous, les gens de la Commission européenne savent qu'il y a des trous, il y a une nouvelle mouture qui est prête pour boucher les trous. On n'arrive pas à la mettre en œuvre parce que le Luxembourg et l'Autriche refusent de mettre en œuvre cette nouvelle mouture. Si les mots ont un sens, ce communiqué final du 22 mai nous dit que la directive épargne nouvelle mouture devra être en place d'ici la fin de l'année 2013. Fin de l'année 2013. Les 27 ont signé. Il y a beau eu avoir des gesticulations médiatiques de l'Autriche et du Luxembourg, on verra peut-être. Les 27 ont signé. Si les mots ont un sens, ce communiqué final nous dit que cette nouvelle directive épargne, qui met en place un échange automatique d'informations fiscales, dès que vous êtes français ou un ressortissant européen, que vous sortez, que vous allez dans un autre pays, le fisc du pays d'origine est informé. Donc, normalement, cette directive, elle doit être en place d'ici la fin de l'année. Vous savez sûrement qu'il y a une autre directive qui est en place depuis janvier 2013, qui concerne la coopération administrative entre les administrations fiscales de l'Union européenne. Celle-ci prévoyait en 2015 de mettre en place un échange automatique d'informations avec une clause de rendez-vous en 2017 pour étendre le périmètre de l'échange automatique d'informations. Le communiqué final du Conseil européen du 22 mai nous dit nous n'allons pas attendre 2015 ou 2017, nous allons proposer des amendements pour la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations dès juin, dès ce mois-ci. Donc, il y a quand même la volonté européenne de mettre en place un échange automatique d'informations entre pays européens, avec mandat de négociation donné pour négocier avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre, Monaco. Et on sait aussi que des pays ont signé, des pays comme les Caïmans, comme les îles Vierges britanniques, etc., ont signé la première directive épargne de celle qui a été mise en place en 2005, qui prévoit aussi l'échange automatique d'informations. Il y a de grandes chances pour qu'il soit couvert aussi. Donc, on a aussi une forme de pouvoir extraterritorial de l'Union européenne qui, en son sein et dans les pays autour, est en train de mettre en place un échange automatique d'informations. Toujours dans le communiqué final du Conseil européen du 22 mai, vous trouvez la nécessité de remettre en cause les pratiques fiscales douteuses des grandes entreprises, avec un petit bémol qui est que l'OCDE est en train de travailler sur le sujet. Le plan d'action doit nous être proposé à la fin du mois, début juillet, et doit être validé au G20 de Saint-Pétersbourg du mois de septembre. Donc la Commission européenne dit on est prêt à avancer, mais attendons de voir ce que font nos amis de l'OCDE pour voir si ça nous va ou pas. Et si ça nous va, on va faire un chemin européen, un chemin mondial. Faisons un chemin G20, on va regarder de près si ça nous intéresse ou pas. Connaître les bénéficiaires réels des trusts est aussi indiqué dans le rapport du Conseil européen. Les trusts, ça permet de structures juridiques qui permettent de gérer de l'argent sans savoir qui est vraiment le propriétaire. Eh bien, le Conseil nous dit qu'il va falloir qu'on regarde de près qui sont les bénéficiaires réels des trusts. David Cameron, le Premier ministre britannique, a envoyé cette fameuse lettre que vous avez dû voir à l'ensemble des paradis fiscaux qui sont anciennes colonies britanniques en disant vous devrez passer à l'échange automatique d'informations sur les propriétaires réels des trusts. Enfin, une comptabilité par pays généralisée, c'est-à-dire qui s'applique aux banques mais aussi à l'ensemble des entreprises, mais malheureusement là, du côté du Conseil européen, il n'y a pas de calendrier qui a été fixé pour la mise en œuvre de cette comptabilité pays par pays. Vous m'avez demandé dans les questions d'étudier un petit peu les stratégies britanniques et américaines. Donc sur la stratégie britannique, David Cameron, aujourd'hui, plusieurs fois depuis janvier, en tant que leader du G8, a déclaré qu'il fallait passer à l'échange automatique d'informations fiscales. C'est une avancée extrêmement importante. Je viens de le rappeler, il a envoyé cette lettre sur la levée du secret des trusts. Vous savez que la Suisse dit vous voulez tuer le secret bancaire, mais il y a d'autres modes de secret à des fins fiscales qui sont les trusts. Eh bien, David Cameron a pris au mot le gouvernement suisse en disant je lève le secret bancaire aussi et je demande à toutes mes anciennes colonies de lever le secret bancaire sur les trusts. Il faut savoir que M. Cameron, on ne s'en rend pas bien compte en France, mais la pression de la rue est extrêmement forte. Il y a eu des manifestations de rue, il y a des gens qui ont cassé des vitrines et il y a eu des manifestations extrêmement fortes parce que les gens se révoltaient contre le fait que des grandes multinationales installées en Grande-Bretagne faisant beaucoup de profits payaient pratiquement zéro impôt ou avaient un taux d'imposition de l'ordre de 1 à 2%. Donc il y a une pression politique extrêmement forte. Dans le Guardian d'hier, vous aviez un sondage publié qui indiquait que 40% des Britanniques sont prêts à boycotter les produits des entreprises qui ne payent pas, qui sont considérées comme des fraudeurs ou réalisant de l'optimisation fiscale agressive. Donc la pression politique est extrêmement forte sur le Premier ministre britannique et ça explique à mon sens pourquoi il est obligé d'apporter une réponse politique. Il y a des élections législatives qui arrivent, il est obligé de prendre position politiquement.
Pour autant, est-ce que ça veut dire que nos amis britanniques deviennent extrêmement blancs comme neige? Je ne pense pas. Je pense que M. Cameron s'est engagé dans une politique, s'il croit vraiment, c'est peut-être la bonne nouvelle, s'il croit vraiment que le secret bancaire va être en partie ou essentiellement levé, en grande partie levé, alors il se dit que la concurrence fiscale, simplement en offrant des taux d'imposition plus faibles, va redevenir importante. Ce ne sera pas seulement le secret qui sera l'avantage compétitif, c'est le fait d'offrir peu d'impôts. Et M. Cameron s'est engagé, d'une part, à baisser l'impôt sur les sociétés, d'autre part, à baisser l'impôt sur les sociétés pour les profits qui seraient réalisés à l'étranger et rapatriés en Grande-Bretagne, une incitation à venir s'immatriculer, s'enregistrer en Grande-Bretagne. Il ouvre depuis le 1er avril dernier ce qu'on appelle une patent box. Une patent box, c'est une box, c'est une case que vous pouvez cocher quand vous êtes une entreprise. Si vous faites des dépenses de recherche et de développement, si vous venez inscrire votre brevet dans l'économie britannique, vous allez bénéficier d'une niche fiscale. Cela dit, nous n'avons pas de leçons à donner. Nous proposons ce type de niche fiscale équivalent depuis déjà plusieurs années en France. Il y a à peu près 8 à 9 pays dans le monde qui la proposent. Les Britanniques viennent de se joindre à ce concert. Donc, peut-être que la stratégie britannique, c'est un peu moins de secret, mais plus de concurrence. La triple stratégie américaine me paraît aujourd'hui la meilleure et la plus forte. Si c'est une stratégie d'hégémonie américaine, pour le coup, c'est une stratégie d'hégémonie américaine positive qui fait du bien à l'ensemble du monde. Je m'explique. 1. Les Américains ont commencé dès 2008 à dire négocier avec les États, avec la Suisse et avec les îles Caïmans, c'est très bien, mais c'est toujours difficile. C'est souveraineté contre souveraineté. On a beau être les États-Unis, c'est difficile. Il faut s'attaquer aux acteurs privés. Donc, les attaques contre UBS, ils ont réussi à récupérer M. Bradley Birkenfeld, banquier américain travaillant pour la banque suisse UBS, pris la main dans le sac, qui s'aperçoit que le fisc américain est sur son dos, qui dit je viens me dénoncer, je viens vous donner des informations, mais je veux l'impunité. Le fisc américain qui lui dit pas du tout, on a tellement d'infos sur vous qu'impunité ou pas impunité, de toute façon vous allez cracher le morceau et on vous mettra en prison. C'est ce qui est arrivé. Il est sorti, il a fait 40 mois de prison, il est sorti en août dernier. Mais entre-temps, il a donné toutes les informations concernant les clients d'UBS, ses clients à UBS. Donc le fisc américain fait pression sur la banque UBS, dit je vais obtenir, bientôt j'ai demandé et je vais obtenir 4500 noms. Deuxième stratégie américaine, pendant que la banque UBS est mise sur le grid judiciaire et que le fisc américain annonce je vais bientôt avoir 4500 noms, ils ouvrent une politique de dénonciation volontaire. Si je vous attrape par les fichiers UBS, non seulement vous allez payer vos impôts de retard, non seulement vous allez payer des intérêts de retard, non seulement vous allez payer des pénalités, mais je vous colle un procès au pénal. Si vous venez vous dénoncer avant qu'UBS me donne votre nom, vous évitez le pénal. Vous allez payer, mais vous évitez la honte, l'infamie du pénal. Et en plus, les gens qui sont attrapés au pénal, il y a leur nom, il y a toute leur histoire sur le site du fisc américain. Tout le monde peut le consulter, c'est public. Donc je vous évite ça. Politique de dénonciation volontaire, 15 000 noms arrivent. Ils en attendaient 4 500 d'UBS, 15 000 noms arrivent. Quand les gens viennent se dénoncer volontairement, non seulement on leur demande de payer tout ce qu'ils n'ont pas payé, en plus on leur demande d'expliquer par où ils sont passés pour cacher leur argent. Ce qui fait que le fisc américain en 2009-2010 se retrouve avec la meilleure carte mondiale des flux mondiaux de fraude, d'évasion et d'optimisation fiscale agressive. Ce qui leur permet de s'apercevoir que des petites banques cantonales suisses ont récupéré les clients d'UBS, que Crédit Suisse a fait la même chose et qu'en plus ces banques avaient déjà leurs propres clients. Rebelote. 2010, ils reviennent à la charge. Vous allez nous donner, ils vont voir les 12 banques cantonales suisses et Crédit Suisse, vous allez nous donner les noms, vous allez payer des amendes. On est en train de terminer ce processus. Demain, après-demain, enfin cette semaine, je crois, le Parlement suisse doit se prononcer sur la validité de la transmission d'informations. Parce qu'ils réclament des noms, ils réclament des amendes. Et bien malin, dès qu'ils font savoir ça en 2011, ils ouvrent une deuxième vague de dénonciation volontaire. 12 000 noms supplémentaires arrivent. Donc il y a une forte efficacité qui mélange à la fois l'attaque sur les acteurs privés, les politiques de dénonciation volontaire, et pour bien montrer que ce n'est pas juste un petit coup parce qu'on a réussi à attraper un banquier suisse, on fait une loi. En 2010, on fait la fameuse loi FATCA qui va imposer l'échange automatique d'informations aux acteurs privés vis-à-vis du fisc américain. Et là, c'est parce qu'on a les trois ensemble que ça marche bien. On met la pression, on ouvre les politiques de dénonciation volontaire, on attaque le privé et on fait une loi. Contrairement à nous, je dirais, la liste des 3000 d'Eric Woerth, il y avait une chose qui était bien. Attention, j'ai les noms, venez vous dénoncer, pareil. Mais comme il y avait plutôt une stratégie politique un peu molle, on ne savait pas trop s'il allait attaquer, pas attaquer, on ne savait pas trop si on allait s'attaquer aux banquiers ou pas, si on allait avoir une loi ou pas. En plus, la liste, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à regarder absolument ce soir à 9h moins le quart sur France 2, Cache Investigation, toute la première partie,
est avec cet être bizarre qu'est Hervé Falciani. Bon, vous allez voir comment Monsieur de Montgolfier récupère à peu près 9000 noms et comment ça devient 3000 noms. Pourquoi on passe de 9000 à 3000? On ne sait pas. Bercy dit il y a des comptes où il y a zéro. Là, vous avez un expert de la corruption qui vous dit mais les comptes dormants, les comptes où il y a zéro, c'est typique du blanchiment, c'est typique de la fraude fiscale. Ça veut dire qu'on fait passer et qu'on ressort tout de suite. Et donc les comptes généralement sont à zéro. Il faut quand même les contrôler. Pourquoi vous ne les contrôlez pas? On n'a pas l'explication. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, la justice suisse qui a demandé à avoir récupéré le fichier d'Hervé Falciani récupère le fichier et vous avez cette note fabuleuse de la police suisse qui dit « Nous avons bien récupéré le document, les fichiers envoyés par la France. Problème, nos experts informaticiens indiquent que ce document a été manipulé de manière volontaire sans que nous puissions en déterminer la cause. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le fait qu'Éric de Montgolfier ait la liste, Bercy a la liste, la justice a la liste, il y a des noms qui apparaissent, il y a des noms qui disparaissent. Oui, je peux vous interrompre. On avait effectivement soulevé ce point à la commission d'enquête à l'occasion de l'audition de Montgolfier notamment, et on avait posé ces questions que vous évoquez à l'instant, restées lettres mortes à l'époque, questions toujours d'actualité, quoi. Donc, nous y reviendrons. Toujours d'actualité. Hervé Falciani donc n'a pas eu la protection de la police française. C'est pour ça qu'il est actuellement en Espagne et qui, bénéficiant de la protection de la police espagnole, il a témoigné et nous dit la justice et le fisc espagnol, il a permis de récupérer beaucoup d'argent. Ce qu'on apprend ce soir dans Cache Investigation, c'est Bernard Cazeneuve qui dit « Je suis prêt à recevoir M. Falciani ». Vendredi dernier, Manuel Valls a indiqué qu'il était prêt à assurer sa protection policière. Et le scoop, je dirais, de l'émission de ce soir, c'est que Hervé Falciani, hier, aujourd'hui, demain ou après-demain, sera en France et viendra expliquer comment on peut utiliser son fichier, il viendra donner son fichier, on l'a déjà, et surtout comment on peut l'utiliser pour aller très très loin. Les journalistes qui l'interrogent lui demandent s'il y a des noms de personnalités politiques importantes françaises. Il tourne autour, il ne veut pas répondre, il dit peut-être. En tout cas, moi, ce que je viens faire, c'est taper un système. Il a cette phrase un peu forte qui dit « Moi, je vais tellement taper fort avec les informations que j'ai qu'il me faut un bouclier. Et tant que la France ne me donne pas le bouclier, je ne donnerai rien. » Il a l'impression d'avoir le bouclier. Il est censé être en France ce soir, demain, après-demain. En tout cas, il vient. Et je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire. Donc, pour terminer avec les États-Unis, FATCA, ce fameux échange automatique d'informations avec les acteurs privés. La semaine dernière, il y a un assistant du Trésor du département des finances américain qui a indiqué les statistiques suivantes. 75 pays se sont dit intéressés à signer avec les États-Unis. 6 accords sont d'ores et déjà conclus. Le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande, le Mexique, la Norvège, la Suisse. 3 sont bien engagés, nous a dit l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, pas la France. Alors que la France, avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, la Norvège, etc., avaient dit qu'ils étaient les premiers à vouloir, rappelez-vous, Pierre Moscovici disant, avec les autres pays, nous avons écrit une lettre à M. Barroso disant que nous voulions un FATCA au niveau européen. Il n'a pas cité la France. Est-ce un oubli? Est-ce que nous n'avons pas commencé les négociations? Je ne sais pas. L'un des attraits de FATCA, c'était aussi de dire, du côté des États-Unis, réciprocité totale. Si je demande des infos fiscales à la Suisse ou à la France peut demander des informations fiscales aux États-Unis. On aura tout. Déjà, les représentants du Delaware nous ont dit on n'est pas sûr de vouloir donner toutes nos informations. Les États-Unis sont aussi prêts à aller vers la comptabilité pays par pays pour l'ensemble des grandes entreprises, mais on me dit du côté de l'OCDE que... ils ne sont pas prêts à ce que ces informations soient rendues publiques. Donc, il pourrait y avoir une comptabilité pays par pays, mais qui serait conservée par les régulateurs et qui ne serait pas donnée au niveau public. Vous m'avez demandé ce que je pensais de la politique des listes des paradis fiscaux. Je pense que ce n'est pas une bonne mesure. La politique de liste, il y a trop d'enjeux diplomatiques. C'est plus facile de les vider que de les remplir. L'histoire le montre. Il y a trop de bruit diplomatique. Vous voyez, dans la liste AFD, par exemple, vous trouvez le Costa Rica. Il se trouve que quand vous parlez avec les gens de chez Laurent Fabius, ils vous disent que le Costa Rica, c'est le point d'ancrage de la diplomatie économique française dans toute la sous-région. Donc d'un côté, nous, on est au Quai d'Orsay, on s'appuie sur les élites du Costa Rica pour dire à partir de là, on va pouvoir rayonner, développer la diplomatie économique française. De l'autre côté, vous avez l'AFD qui dit que c'est un paradis fiscal. Je ne sais pas si c'est un paradis fiscal ou pas, mais il y a du bruit diplomatique sur les listes. Il y a toujours des bonnes raisons pour enlever les pays, toujours de bonnes raisons pour ne pas les mettre. C'est des choix toujours contestés. Je pense que les politiques de liste, ce n'est pas très efficace. Vous m'avez demandé si le rôle des produits dérivés pouvait jouer un rôle important. Bien sûr, ce sont des marchés de gré à gré, c'est-à-dire entre acteurs financiers, sans que les régulateurs regardent ce qui se passe, pour 90% du marché mondial. En Europe, c'est à peu près 80%. Michel Barnier, commissaire européen, a instauré avec le Parlement et le Conseil européen une nouvelle loi qui vise à ce que dans les années qui viennent, la part soit inversée
80% doivent passer par des sortes de notaires qui vont enregistrer les transactions et savoir qui fait quoi, et 20% qu'on va laisser un peu moins contrôler. On veut inverser la donne. Notamment, on sait que parmi les produits dérivés, il y a des produits hybrides, c'est-à-dire qui sont considérés comme des actions dans un pays et des obligations dans l'autre. Bien évidemment, dans le pays où c'est considéré comme des actions, on ne taxe pas les dividendes, et là où c'est considéré comme des obligations, on ne taxe pas les intérêts. Il suffit d'avoir la bonne face Janus du produit dans le bon pays pour éviter la fiscalité. On me dit que du côté de l'OCDE, que dans le plan d'action qui sera proposé fin juin, début juillet, les produits hybrides vont être interdits, ce qui serait une bonne avancée. C'est pour ça que j'ai mis OCDE point d'interrogation. C'était dans les choses qui étaient prévues. Vous savez qu'entre ce qui est prévu et ce qui arrive à la fin de la négociation, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous me demandiez pourquoi il n'y avait pas eu de condamnation des banques sur ces grandes affaires. J'ai longuement interviewé le commissaire divisionnaire Jean-François Guéraud, qui peut-être est quelqu'un qui pourrait vous intéresser, l'ancien de la DST, qui a travaillé sur les sujets de fraude financière. Il est persuadé que l'impunité est toujours une incitation à la récidive en matière de fraude fiscale, de fraude financière, etc. Et il m'a dit, il m'a expliqué que, d'après lui, il y a un gros problème, c'est que mettre des grands banquiers en prison, c'est admettre quelque part qu'une partie des élites importantes de ce pays tangente avec les illégalismes. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, quelles que soient les sociétés. Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs. Et lorsqu'on s'intéresse au cas particulier des États-Unis, on a eu 2 exemples très récents d'institutions qui seraient peut-être, ou de directeurs de banque qui seraient too big to jail, hein, non pas too big, trop gros pour faire faillite, mais trop gros pour être mis en prison. 2 exemples. À la banque HSBC, quand même, la banque britannique, se fait prendre la main dans le sac à faire du recyclage de narco-dollars qui viennent du Mexique et de la Colombie. Vraiment pris la main dans le sac, il y a toutes les preuves, aucune poursuite pénale. Une amende d'1,2 milliard, certes, c'est une amende conséquente, mais aucune poursuite pénale sur le directeur. UBS, la banque suisse, qui se fait prendre la main dans le sac pour avoir manipulé le Libor, ce taux d'intérêt qui est déterminé à Londres tous les matins et qui impacte l'ensemble des taux d'intérêt qui sont déterminés dans le monde tous les jours. UBS se fait prendre la main dans le sac. Le département de la justice américain a toutes les preuves. Aucune poursuite pénale. 1,5 milliard d'amende. C'est beaucoup, 1,5 milliard d'amende, mais aucune poursuite pénale. Et lorsque vous regardez la justification d'Eric Holder, procureur général, ministre de la Justice, il vous dit quoi? Il vous dit, j'ai consulté les régulateurs financiers américains et étrangers, et ils m'ont dit que si je mettais en prison les dirigeants de ces grandes banques, je pouvais créer un risque systémique. Je ne me vois pas, ministre de la Justice, créer un risque systémique. Donc ces banques sont systémiques, elles sont très importantes, donc on ne peut pas poursuivre pénalement leurs dirigeants. C'est l'argument qui est malheureusement avancé aux États-Unis, et si c'est le cas, c'est un peu gravissime. Enfin, le lobby bancaire, quel rôle joue le lobby bancaire? Vous connaissez sûrement mieux que moi le rôle que joue le lobby bancaire en tant que parlementaire et tout ce qu'ils peuvent essayer d'apporter comme élément de négociation et de persuasion. En même temps, rien n'est impossible. La comptabilité pays par pays dans la loi bancaire à 2 critères à l'Assemblée nationale que vous avez élargi au Sénat à 5 critères ne fait sûrement pas plaisir aux banques. Vous vous rappelez que le discours du président de la République le 10 avril dernier a validé vos choix en disant nous voulons une comptabilité pays par pays pour les banques à 5 critères. Le Parlement européen aussi, ça ne fait pas plaisir aux banques. Oui, il y a un lobby bancaire qui joue son rôle, ce n'est pas pour autant que il gagne toujours le rapport de force. La question, c'est qu'une fois qu'on a mis en évidence, une fois qu'on a mis en œuvre cette comptabilité pays par pays et qu'on s'aperçoit vraiment qu'une partie des bénéfices sont réalisés dans un pays alors qu'ils sont déclarés dans un autre, qu'est-ce qu'on fait de cette information? C'est ça qui est important politiquement. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Aujourd'hui, je pense que les superviseurs, puisque c'était une autre question, ne se préoccupent pas du sujet. J'ai essayé de vous montrer tout à l'heure qu'éventuellement, pour les banques françaises, pour les banques américaines, l'utilisation des paradis fiscaux est importante pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons d'instabilité financière. Aujourd'hui, tous les contacts que j'ai pu avoir avec les superviseurs financiers montrent que c'est un sujet qui ne les intéresse pas, malheureusement. Si on s'aperçoit que les banques françaises sont trop présentes pour des raisons d'instabilité financière dans les paradis fiscaux. Vous savez que le principe de Bâle 3, c'est-à-dire à chaque fois que vous prenez un risque, vous banque, on vous demande de mettre du capital de côté. Si après tout être présent dans les paradis fiscaux, c'est rajouter de l'instabilité financière, pourquoi ne demanderait-on pas une surcharge en capital, une surcharge systémique? Vous voulez être présent dans les paradis fiscaux? Ok, mais comme c'est plus risqué, on vous demande de mettre encore plus de capital de côté. Là où la comptabilité pays par pays pourrait être intéressante aussi, c'est en matière de contrôle des prix de transfert
transfert des multinationales, en particulier des banques. Vous savez qu'aujourd'hui, les prix de transfert, on demande de trouver des transactions comparables qui permettent de vérifier si c'était deux entités qui étaient complètement séparées, le prix sera à peu près le même ou pas. On s'aperçoit que cette méthode ne correspond à rien du tout. Je vous ai rappelé juste le cas de GlaxoSmithKline, le grand laboratoire suisse ou britannique, peut-être britannique, qui en 2006 a eu un conflit avec le fisc américain. Le fisc américain a fait son calcul et dit vous êtes trompé de 15 milliards, vous nous devez de 15 milliards. Avec les mêmes hypothèses, Glaxo a fait son calcul et dit non, c'est trompé de 3 milliards. Cette méthode ne permet absolument pas de rendre compte fidèlement des échanges au sein des filiales des multinationales. Cette méthode de calcul des prix de transfert, qui est la norme OCDE, dont je vous rappelle quand même elle est établie dans les années 20, a pris de la poussière. Il est temps d'en changer. La proposition ultime, mais pour l'instant on nous dit que les Américains ne sont pas très chauds et donc c'est un obstacle important, mais je pense que l'idéal politique quelque part sur les 5-10 ans qui viennent, c'est de passer à des comptes consolidés mondiaux. Vous savez qu'on a déjà essayé de le mettre en place au niveau de l'Union européenne. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc l'OCDE nous dit, vous voyez le bazar que ça a été pour que les Européens ne se mettent pas d'accord. Donc au niveau mondial, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on va pas sur cette ligne qui consisterait pourtant à avoir des comptes consolidés mondiaux. On ajoute tous les profits qui sont au Caïman, en France, en Belgique, en Australie, à Hong Kong, on les ajoute tous. Et ensuite, on les répartit dans chacun des pays en fonction d'une clé qui est à déterminer, qui généralement, comme ça se fait dans les systèmes fédéraux, aux États-Unis par exemple, eh bien, suit la part des ventes, la part du nombre d'employés, la part des actifs dans chacun des pays. Pourquoi pas la part de R&D qui serait dans chacun des pays. On redistribue, quitte à chacun détermine le taux d'imposition. Ça ne veut pas dire que le taux est harmonisé au niveau mondial. Chaque pays peut déterminer son taux d'imposition, mais au moins, quand on fait la somme des profits au niveau mondial et qu'on les répartit, on a une répartition plus juste à la fois des profits, une meilleure connaissance, et puis une répartition plus juste des impôts qu'on peut récupérer. Et cette comptabilité par pays et ce principe même de comptes mondiaux consolidés, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça casse complètement le principe même de fonctionnement des paradis fiscaux, le principe même de fonctionnement de l'offshore, qui est de découpler le lieu où vous réalisez une transaction économique, vous touchez un salaire, des dividendes, vous faites des profits, et le lieu où c'est enregistré et donc contrôlé et taxé. Et pour terminer, je vous donne un exemple pour les banques françaises. J'ai réussi à obtenir les deux premiers critères que demandait l'Assemblée nationale pour l'ensemble des filiales à l'étranger des banques françaises. D'accord ? L'ensemble des filiales à l'étranger des banques françaises. Il y a une institution publique qui m'a demandé de ne pas révéler ma source, qui déjà a l'information sur le chiffre d'affaires et le nombre de personnes employées. D'accord ? Donc l'institution, l'information est disponible, pas publique. En secouant un peu le cocotier, j'ai réussi à l'obtenir. Et voici ce que vous obtenez. J'ai simplement ramené la première variable à la deuxième, c'est-à-dire j'ai ramené le chiffre d'affaires réalisé au nombre de personnes employées. Eh bien, les trois territoires les plus efficaces pour les filiales à l'étranger de nos banques françaises sont Malte, l'Irlande et Guernesey. Voilà. Je vous remercie.